Voilà, bonjour Jocelyn Huet pour parler de ton livre Un autre regard sur soi, et je l'ai pas mis à l'envers par hasard, c'est parce qu'il est renversant ce livre. Comme ça. Vous le verrez à l'endroit, évidemment, ça se lit à l'endroit normalement. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, merci Didier Voilà. de m'accueillir sur Curious Anima. Tu m'as demandé comment ça allait, je te dis merci, pour toi c'était pas une réponse. Eh ben non, c'est Bah oui, c'est vrai. ça C'est montre vrai. à quel point des fois on ne s'écoute pas finalement. Exact. C'est Moi déjà là j'attendais un le- oui, le- un non, mais le- on n'ose pas souvent dire non quand c'est le cas, tu vois, histoire de pas plomber. Mais un merci, bon, c'était pas une réponse vraiment à ma Ouais, c'est question. une façon de revenir le main de dire non, j'ai pas envie de te répondre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que les gens, dans un autre regard, on est déjà dans cette perspicacité qui te caractérise très bien. T'as toujours eu ce contre-courant, cette rhétorique de dire, voilà, finalement, les gens, quand ils te répondent ça va, c'est pour, parce que si quelqu'un dit ça va pas, il faut s'arrêter, dire pourquoi ça va pas et discuter, prendre du temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps et puis on n'a pas vraiment l'habitude de s'exposer. Parce que justement, je pense que effectivement la communication elle est assez restreinte. On parle souvent de la pluie et du beau temps, mais pas toujours de choses très profondes. Donc, est-ce que c'était toujours le cas Ben, je sais pas trop dire. Il y a eu potentiellement des interruptions, mais je crois que en fait, quand on est enfant, on a un peu des capteurs, quoi. Tu vois, il y a pas encore le mental qui prend toute la place. Et quand j'étais enfant, c'est vrai que j'avais un peu l'impression de vivre dans un monde qui avait une forme de dissonance. Tu Oui. vois, Tu te sentais pas à ta place. Alors, c'était pas évident de prendre sa place dans un monde qui semblait ne pas me voir tel que je me ressentais moi, tu vois. Et puis, c'est pareil, en fait, quand je regardais l'extérieur, j'avais l'impression aussi que il y avait une forme de dissonance, une forme de friction, et j'en parle dans le livre de ces deux formes d'intelligence un peu primordiales, je dirais. Donc, il y a l'âme et la personnalité. Et la personnalité, c'est celle qui s'est construite tout un tas de schémas comportementaux, qui est conditionnée. Et l'âme, c'est quelque chose qui est plus brut. Donc quand on est enfant, je pense que, en tout cas pour moi, je ressentais bien ce côté brut, tu vois, quelque chose qui peut être proche de l'amour, de la lumière, si on part dans ces dénominations-là. Et puis la personnalité qui était soumise à des conditionnements, qui était réactive face à des propos. Tu vois, donc ça engendrait parfois des frictions, des mots qui, je pense, dépassaient, tu vois, cette notion d'amour, quoi. Donc il y avait, oui, Oui. cette espèce de dissonance, mais surtout ce qui était flagrant, c'était vraiment d'avoir l'impression que lorsque je posais une question ou lorsque j'étais rentré en communication avec quelqu'un, il y avait vraiment des filtres qui s'interposaient au niveau de la personne parce que ce que je lui avais dit, ce qu'elle me renvoyait, ça n'avait quasiment rien à voir. Donc c'est vrai que notre entrée en matière était intéressante, quoi, parce que je te demande si ça va, tu me dis merci, tu vois, ça met ça un petit peu en avant. Oui, Donc c'est vrai. quand on est c'est enfant, vrai. c'est un peu déstabilisant, et c'est vrai que prendre sa place, eh ben c'est pas complètement évident, et puis je crois que c'est un petit peu le sujet de ce qui nous de ce qui nous est demandé de faire aujourd'hui de plus en plus, quoi. Qu'on a du discernement sur nos conditionnements, etc. Alors, le conditionnement, finalement, ce manque de sincérité, de profondeur dont tu fais état, effectivement, un autre regard sur soi, je pense que ça porte très très bien son nom. Est-ce qu'on doit regarder vraiment les choses en face, et quand est-ce qu'on les regarde en face? La question est assez vaste. On rentre dans la philosophie, j'espère pas de salon, mais dans le fait de, effectivement, j'ai le sentiment, après j'ai pas vécu de guerre, et je pense toi non plus, mais être à l'intérieur d'une guerre, peut-être que l'urgence, si tu veux, à tout moment d'entendre des bombes siffler autour de nous, au-dessus de nos têtes, on se dit bon, aujourd'hui on va tous dire vraiment, et carte sur table, parce que demain aussi bien je serai pas là pour te le dire, et toi non plus pour l'écouter. Est-ce que dans des moments comme ça, de périodes extrêmement difficiles, il y a plus de profondeur dans les relations humaines que en temps de paix ou normal, où on est dans la superficialité? Je résume très brutement les choses, mais je pense que tu as entendu et senti de quoi où je voulais aller. Oui, oui, je pense. En tout cas, j'en ai eu ma perception, parce qu'il y a quand même toujours des filtres qui s'interposent. Alors, c'est intéressant que tu prennes l'image de la guerre, tu vois, parce que, alors ça doit être dans le champ, justement, en ce moment, parce que je prépare une émission avec Grégory Moutombo. Et Grégory Moutombo, justement, la guerre, on pourrait dire qu'il connaît, parce qu'il a passé 20 ans, justement, dans la gendarmerie militaire.
Et donc hier, on a eu cet appel téléphonique qui nous permet de nous mettre en lien, et puis de voir un petit peu si le courant passe, comme on a fait nous d'ailleurs en cette émission. On s'est découvert un petit peu une sorte d'amitié qui existait déjà, c'était chouette. Exact. C'est vrai. Mais donc pour reprendre donc l'histoire au plus proche de la guerre de quelqu'un qui l'aurait vécu au travers du regard de Grégory Mutombo, qui est une personne que je trouve vraiment tout à fait inspirante, parce que c'est dans son message en fait il met en avant le fait que l'amour est absolument partout. Donc hier il me confiait que lorsqu'il a arrêté la gendarmerie militaire, les gens lui disaient tu vas enfin pouvoir connaître l'amour. Et il disait que en fait dans ses expériences de 20 ans à côtoyer la guerre, on pourrait dire au quotidien, donc des sortes de schémas de situations atroces, il disait que en fait l'amour, il avait réussi à un moment, il y a quelque chose qui a switché à l'intérieur et il le voyait partout. Il me disait, comment appelles-tu le fait qu'une personne puisse se jeter sur une grenade pour sauver sa famille, ou alors, tu vois. Ouais, même dans la guerre, il y a de l'amour. Ouais. Même dans la guerre, il y a de l'amour. Donc c'est un message fort qui est pas forcément évident à intégrer. Déjà le comprendre, c'est un premier pas. Mais donc pour répondre peut-être au plus juste de ta question, je pense que effectivement quand on est dans une phase où on va pas très bien, quand il y a une forme de guerre intérieure, un chahut, une sorte de chaos, ça nous amène à être plus inévitablement plus en lien avec nos émotions et donc finalement plus en lien avec l'autre, parce qu'on est des êtres d'émotions. Mais là, tu dirais bas les masques à ce moment-là. Je dirais bas les masques, mais pas tous, parce qu'il y a forcément des schémas comportementaux qui se mettent en place, quoi. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie, ça c'est sûr. Je passais de l'énergétique quantique à la psychologie parce que je trouve que c'est vraiment ce qui explique tout ce qui conditionne notre perception de la réalité. Et c'est vrai qu'en psychologie, il y a quelque chose qui est très basique, c'est le triangle de Karpman, quoi. Tu sais, triangle victime, bourreau, sauveur. Ouais. Donc parfois, on peut tomber dans une forme de victimite. Tu vois, à constater un quotidien qui ne va pas très très bien. Oui, c'est la première fois que j'entends ce terme, mais c'est bien dit, victimite. C'est vrai. Ouais. C'est donc ça se soigne, rassure-moi. Je pense que oui, déjà en prendre conscience. Mais donc il y a deux poids, deux mesures. Il y a le fait d'accepter de se confier. Donc ça demande à exposer sa vulnérabilité. Et souvent la vulnérabilité est considérée comme une faiblesse dans une société où il faut être fort. Il faut être le meilleur coach, il faut faire le plus gros chiffre d'affaires, il faut avoir le plus grand nombre d'abonnés, etc., etc. Enfin, il faut plaire. Une société de performance, ouais. Une société de performance, ouais, qui tend à ce que on se définisse au travers de résultats obtenus. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu distordu, parce que ça contribue encore, d'une certaine manière, à nous éloigner potentiellement d'une vérité qui est la nôtre, quoi, notre vérité personnelle. Déjà qu'on est qu'un numéro de sécurité sociale, c'est en plus on se mesure soi-même à des chiffres et des performances, on devient que mathématique. C'est très souvent pas possible, ça. Oui. C'est quand même très souvent le cas, parce que on se construit beaucoup au travers du regard de nos parents. Donc forcément, derrière, il y a l'arbre généalogique, il y a les vies passées qui ont une véracité, et donc forcément une empreinte, une influence dans la façon dont on perçoit les choses. Mais vraiment, la systémie entre moi, papa, et moi et maman, ça a contribué sérieusement à colorer nos comportements. Puisqu'on est basé sur un système de survie. Ça, je crois que c'est super important de comprendre qu'on est basé sur un système reptilien, archaïque. Notre première préoccupation de façon inconsciente, c'est de rester vivant l'instant d'après. Donc, quand on est enfant, on est dans une vulnérabilité totale, dans une dépendance totale à papa et à maman. Mais on arrive quand même avec une forme d'essence psychique, une forme de naturel. Et en fait, quand on a tel type de comportement, et que papa ou maman lève le doigt, nous on ressent que en fait c'est un danger. Parce que si papa et maman ne sont pas contents du comportement que j'ai, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils pourraient m'abandonner, parce que il faut quand même se rappeler que c'était il y a pas très très longtemps qu'un enfant de trop ou un enfant pas voulu, tu vois, de façon ancestrale, il subissait un certain sort, et donc ça reste frais dans notre inconscient, tu vois. Donc basé sur un système de survie, cette quête de toujours rester en vie, donc on va s'adapter coûte que coûte à notre environnement. Et c'est comme ça que peu à peu, finalement, on s'éloigne de notre vérité personnelle. Donc en cabinet, on voit plein de personnes, enfin moi je vois plein de personnes qui viennent en pointant du doigt, tu vois, une réalité qu'ils ont construit, une vie qu'ils ont construit et qui semble ne pas leur correspondre. Donc ils sont vraiment dans une forme de perte de repère, quoi.
D'où le fait, lorsqu'on est adulte, de déconstruire ce qui n'a pas été bon, enfin faire le tri comportemental de nos parents. Mais c'est vrai que tu me surprends dans l'analyse que tu as, qui est très juste, me parle énormément effectivement, et qui est voilà, c'est toi qui as raison là-dessus. Hein, je vais pas lutter là-dessus. Sur le fait, mais je pensais que l'enfant justement était naturel avec ses parents et mettait des filtres à l'extérieur. C'est on ne fait pas ça en public, chérie, tiens-toi bien, etc. Par contre, à la maison, tu peux te lâcher. Tu sais, c'est un peu le cliché de la femme qui s'habille très bien à l'extérieur, mais qui avec des bigoudis, des bacoulins, qui tombe sous les chaussettes lorsqu'elle est chez elle, en robe de chambre, entre guillemets. On se néglige chez soi et on se met au top pour les autres. Donc on est plus dans une ère de paraître que d'être. Hein, je pense que ça, tout le monde sera d'accord. Mais finalement, en fait, l'enfant est déjà dans un conditionnement et dans un rôle à l'intérieur de sa propre vie en privé avec ses parents. C'est terrible. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, parce que justement, c'est basé sur ce souci inconscient, archaïque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est biologique d'une certaine manière. Hein. Donc, sur lequel tu peux poser ton mental, y réfléchir. C'est pas évident à débrancher comme système. Donc, ce système de survie est vraiment moteur dans la façon dont on construit des schémas comportementaux pour éviter d'être abandonné. Puisque qu'est-ce qu'il y a après l'abandon quand on est enfant? C'est la mort. Et comme on est basé sur un système de survie, il faut tout faire pour ne pas mourir. Donc des schémas comportementaux, forcément, en fait, on est doté d'une complexité incroyable, Didier. C'est que justement, on va pouvoir avoir tel type de comportement face au père, tel type de comportement face à la mère, qui déjà peuvent être différents. Un comportement, on va dire, sociétalement correct lorsque les deux sont présents. Et puis on sait quand on est enfant comment tirer notre épingle du jeu, quand aller voir papa pour tel sujet. Exactement. Quand aller voir maman pour quel sujet. Maman, elle m'a payé un ordinateur, tu me payes mon iPhone, papa. C'est ça. C'est pareil, hein, c'est comme ça. Papa console, maman ordi. Hein, c'est ça. Mais oui. Donc on est doté vraiment d'une réelle intelligence, disons, d'adaptation à son environnement. Donc forcément, quand on sort de la famille, et c'est pareil, quand on a des frères et sœurs, on va avoir des masques qui vont intervenir, des comportements qui vont intervenir, un peu en résonance avec le comportement de l'autre. C'est ce que j'appelle dans le livre des liens, comment j'ai appelé ça, des liens, des comportements automatiques inconscients. C'est-à-dire, si on reprend ce triangle de Karpman, en fait, quand quelqu'un se positionne en tant que bourreau, il va induire chez l'autre la position de victime ou éventuellement de sauveur. Et vice-versa, en fait. Quel que soit le pôle sur lequel on se positionne, on induit chez l'autre quelque chose. Tu vois ? Alors, là, je m'excuse, je t'arrête par rapport aux enfants, frères et sœurs. La place aussi est importante. Oui. J'ai entendu dire que l'aîné était un peu le brouillon, le sacrifice pour les autres. C'est-à-dire que, en général, forcément, le premier gamin, les parents, il n'y a pas d'école, hein, avec un diplôme. Je suis parent, c'est bon, j'ai le droit d'en faire un. Oui. En tout cas, mon premier. C'est clair. Ce qui fait que les parents grandissent avec l'enfant. Et forcément, font des couacs et des cuics et des coucs et des coups aussi avec l'aîné qui trinque en fait pour les autres. Donc, l'aîné subit des choses et souvent, lorsque l'enfant aîné est grand, reproche, fait un procès à ses parents, c'est assez courant, en tout cas, de dire papa, maman, t'as laissé passer beaucoup de choses à la dernière qu'à moi tu m'avais interdit. Ça aussi, c'est un archétype comportemental où finalement l'adaptabilité des parents, selon l'expérience, peut être néfaste, surtout au début, par manque d'expérience. Tu as constaté ça ou pas ? Oui, c'est quelque chose que j'ai constaté. Et effectivement, il y a des profils qui sont assez distincts, je trouve, dans la fratrie, et c'est la biopsychogénéalogie qui en parle justement. Alors c'est un terme un peu pompeux, hein, mais ça montre à quel point finalement dans la biologie, cellulairement, il y a vraiment des conditionnements qui sont instaurés. Donc c'est vrai qu'on va dire que le premier enfant d'une famille, il a une responsabilité. C'est-à-dire que en fait le père et la mère étaient un couple, et lorsqu'il est arrivé lui, il a créé la famille. Donc souvent il va porter un petit peu en quelque part le poids de cette responsabilité. Donc lorsque les parents divorcent, dans son schéma inconscient, d'une certaine manière, il a échoué à sa place, tu vois. Donc c'est vrai que. Mais il est voué forcément à échouer ou c'est pas automatique ? Ah non, il est pas voué forcément à échouer. Mais je veux dire, comme dans son ambition dans son inconscient, c'est lui qui a créé la famille. Si papa et maman se séparent, il y a eu l'échec de maintenir la famille en cohésion. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est lourd quand même, hein. Ah oui, c'est lourd. Après, c'est pas forcément conscient, mais ça peut se traduire dans la vie de plein de manières différentes. Tu vois, la blessure d'abandon, justement, que
que la famille qui est construite tienne coûte que coûte. Donc on peut très bien rester dans un couple dans lequel il n'y a aucun épanouissement, mais juste parce qu'il y a cette valeur d'absolument sauver maintenir les la famille. apparences. Il faut sauver les Est-ce apparences. que l'aîné a la responsabilité automatiquement? Par exemple, c'est lui qui va placer les parents lorsqu'ils vont devenir à un degré de sérénité tel que il va falloir les mettre en EHPAD. C'est un peu pour ça aussi que c'est à l'aîné qu'il en revient, en tout cas la responsabilité de porter ce projet-là, de convaincre les autres de la fratrie pour dire bon, il est temps de voilà, maman a Alzheimer, il faut l'hospitaliser, il faut c'est ça aussi, c'est issu de ça. Écoute, oui, je pense que c'est issu de ça, oui, absolument. Après, je peux pas dire que ce soit à 100%, dans 100% des cas, mais je pense que c'est vraiment dans une très très large majorité, quoi. Parce qu'il faut bien prendre en considération le fait qu'il y ait un inconscient dans lequel il est inscrit que le premier est important. Le premier enfant, il transmet le nom. Il crée la famille d'une certaine manière, et puis, alors si c'est un garçon, c'est encore mieux, puisque c'est lui qui va pouvoir disons défendre le territoire, tu vois, parce que si on parle d'une époque où deux villages pouvaient rentrer, un héritier. Ouais, voilà, il fallait un héritier. Mais si on part de cette époque où deux villages concurrents, en fait, s'il y en a un des deux qui a moins de garçons dans l'armée, ça fait une plus petite armée, donc on risque de tu vois, de ne pas forcément remporter le combat. Donc c'est vrai que le premier, il a une large responsabilité. Et il peut être tout à fait le vecteur, effectivement, des prises de décision, on va dire collégiales, pour la famille qui sont importantes. Hein. Ouais. Et on peut parler par opposition, Jocelyn, au dernier. Le dernier aussi, alors c'est terrible ce que je veux dire, hein, mais j'ai entendu dire des choses assez horribles en disant c'est l'enfant qu'il faut pas faire. C'est l'enfant de la vieillesse, c'est l'enfant à qui on va tout donner. On sait que c'est le dernier, c'est terminé. Donc c'est un peu papa gâteau, c'est-à-dire toutes les conneries, toutes les sucreries, tout ce qu'il faut. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est très archétypal, mais ça reste quand même, il y a une part de vérité là-dedans. Est-ce que le dernier bénéficie, justement, un peu trop de laxisme par rapport à la rigidité qu'a subi l'aîné, par opposition? Alors, encore une fois, je dirais que c'est quand même... il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que toutes les familles ne fonctionnent pas à l'identique. Mais il me semble quand même tout à fait évident que le dernier enfant, c'est celui qui bénéficie de davantage de souplesse, parce que le premier, on est peut-être un peu rigide, très attentionné, parce que c'est le premier. Le deuxième, peut-être un petit peu moins, parce qu'on a l'expérience du premier, et quand c'est le dernier, en 3 ou 4, potentiellement que c'est... Alors, je pense que ça peut être un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la souplesse, parce qu'on est moins rigide, anxieux d'être le parent parfait, et en même temps, il y a les précédents qui ont développé des stratégies, et on pourrait dire que aux parents, on la leur fait plus. Tu vois, donc il faut être assez novateur quand on est dernier, peut-être justement pour échapper tu vois, maille tous du les filet, trucs et astuces ont déjà été utilisés, usités là, ça marche plus. Oui, quand même. Moi, quand je regarde dans ma famille, je vois bien que je suis le 4e sur 4, et je vois bien que les 3 précédents, ils avaient proposé une diversité stratégique, tu vois, pour arriver à leur fin. Ah bah toi, il fallait que tu sois de James Bond 007 là. Exactement. Le MacGyver de la famille, c'est Jocelyn. C'est ça. C'est ça. Donc le dernier, oui, il bénéficie de souplesse, mais bon, après, je pense que les parents, effectivement, ils ont cheminé au travers des précédents, et il peut y avoir plus de souplesse. Mais c'est pas pour ça que c'est complètement easy pour le dernier, hein, mais ça dépend des familles, quoi. Bon. Alors ça dépend des familles. Alors toi, tu es conscient, justement, tu dis, t'étais le 4e, le dernier de la fratrie, donc il a fallu que tu feintes beaucoup. Et toi, tu es conscient, tu as un autre regard sur toi, tu as un regard assez éclairé sur toi-même, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, ce qu'on vient de parler, les aînés qui ont cette surattention, on va dire, parce que c'est vraiment le premier, hein, on fait gaffe. La première peur de beaucoup de parents, hein, je crois que c'était une étude qui a montré ça, c'est la première peur du premier, c'est la mort subite du nourrisson. Ils ont peur de ça, donc ils n'entendent pas la nuit, ce que je peux comprendre, hein, surtout quand il y a des vagues. Ou dans les journaux on met ça en avant beaucoup, bah voilà, ça peut être très anxiogène, on va dire, pour de très jeunes parents. Alors, est-ce que tu penses que les aînés, tous les aînés et tous les derniers ont conscience de cette place, en ce regard sur eux, hein, notre regard sur soi, sur cette facilité ou cette difficulté à vouloir, à devoir négocier avec la vie, avec les parents, avec ce qui a été fait comme stratégie, ou aujourd'hui il faut avoir ce regard-là et en prendre conscience? Alors, elles sont très intéressantes tes questions, Didier. Merci de les poser. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être unanime, en fait. Tu vois, de poser une vérité et de dire que ça se calque à 100% des familles.
Mais je pense que, en fait, ce sont des processus quand même très inconscients. Donc, s'en apercevoir, il faut se questionner un petit peu, ou alors il faut être observateur potentiellement d'autres familles, de la façon dont comment ça fonctionne. De telle manière, c'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Oui, voilà. Oui, absolument. C'était ça l'idée d'ailleurs de ce livre, c'était de mettre en avant justement des mécanismes qui sont inconscients et donc qu'on a tendance forcément à ne pas voir par définition. Et l'idée seconde, c'était en mettant en avant des mécanismes inconscients qui parfois sont complètement biologiques, archaïques. J'avais envie que ça puisse lever une forme de culpabilité. Parce que dans le développement personnel ou dans la spiritualité, en tout cas moi c'est plutôt développement personnel et thérapie, vu que je suis kinésiologue, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent en cabinet et qui en quelque part sont presque dans une forme de résignation, parce qu'ils ont l'impression que ça avance pour les autres et que ça avance pas pour eux. Mais je pense qu'il y a besoin d'éclairer un autre espace que la technique magique, tu vois. Et je pense que c'est super important pour lever une forme de culpabilité, de se dire que en fait, il y a bien des processus biologiques qui sont à l'œuvre et il y a tout un tas de mécanismes psychologiques qui se mettent sur notre chemin lorsqu'on veut avancer vers soi. Tu vois, je parle donc du cerveau reptilien, ce système de survie. Je parle qu'on est tous uniques, et donc on a des mémoires qui peuvent être plus freinantes chez le premier ou le deuxième ou le troisième, si on prend la fratrie. Mais c'est intéressant de voir aussi quand on se met en marche, les choses que ça va faire bouger dans le champ d'une certaine manière. Donc ça peut être intéressant de prendre conscience des bénéfices secondaires, par exemple. Tu vois, pourquoi les choses n'évoluent pas pour moi alors que j'ai compris plein de choses sur mon passé? Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas prêt à faire en sorte que le système ou la vie que je me suis créée, eh bien, ça change. Tu vois, est-ce que je suis prêt à voir que potentiellement dans mon couple, il n'y a pas d'épanouissement, il faudrait passer à un niveau de communication ou peut-être, je dis bien peut-être, ou peut-être changer de partenaire parce que décidément la communication n'est plus et il y a des voix qui divergent considérablement. Ça demande une forme de responsabilité et j'avais envie au travers de ce livre de lever la culpabilité autant que possible, bien entendu, et pour connecter davantage la responsabilité. La responsabilité, souvent, c'est confondu avec la culpabilité, tu vois, c'est-à-dire on se donne des coups et on rentre dans une forme de profil de victime. La responsabilité, c'est plutôt prendre conscience du fait qu'on peut trouver par nous-mêmes nos propres réponses. Mais pour ça, il faut prendre conscience que peut-être on s'est tordu, d'une certaine manière, à se calquer à une vérité qui correspond à des attentes extérieures. Et souvent, ça... Oui, c'est difficile. C'est la reconnaissance du père ou de la mère, ou tu vois, quelque chose comme ça. Donc ça demande de l'humilité et ça demande du courage, tu vois, d'une certaine manière. Ah, beaucoup de courage, parce que là tu parles de sortir de sa zone de confort. C'est évident. Et pour prendre un exemple très concret, musique que je connais très bien, effectivement, t'as quelqu'un qui a appris la guitare tout seul. Si un prof te dit, non mais attends, la position que tu prends comme ça pour faire classe devant les filles, ça va pas du tout, ça t'interdit un tas d'accords, un tas de déplacements de doigts que tu ne pourras jamais faire. Et donc, il va falloir reprendre à zéro. Donc, désapprendre pour réapprendre. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Désapprendre pour réapprendre. Eh bien, oui, on est tout à fait dans ce cadre-là. Donc c'est beaucoup de déconstruction de croyances, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande du temps, ça demande de l'honnêteté envers soi, et puis ça demande du temps, quoi, parce que t'imagines que ça vient chercher dans un espace qui aurait tendance à dire que potentiellement que les croyances qui sous-tendaient les choix que j'ai faits jusqu'à présent n'était pas forcément celle qui pouvait m'amener à l'épanouissement personnel. Et donc, c'était plutôt au travers du regard de papa que j'ai validé quelque chose comme ça, ou au travers du regard de maman. Une sorte de navigation presque à l'aveugle et automatique, induit par autre chose. Mais oui, par autre chose, par le regard. Alors, on va parler juste, je vais faire un rapport, en tout cas, une analogie avec l'astrologie. T'es d'accord avec moi? On peut pas être autre que son signe. Si je suis Verseau et que tu es par exemple Lion, tu resteras Lion, quoi que tu fasses. Je suis un Verseau. Oui. Quand on comprend le caractère du Verseau, qui est universel, le Lion, qui lui est plutôt perso et qui doit avoir sa basse-cour et tout doit tourner autour de lui, ce sont deux opposés. Je dis ça parce que je connais très bien ces deux signes.
à partir de là, tu viens de parler tout à l'heure de quelque chose. Alors, ce qu'on arrive à comprendre, qui est dans l'inconscient, et dont ton livre éclaire sur les mécanismes presque automatiques qui se mettent en place, qui sont systémiques, tu l'as dit tout à l'heure, ça, j'arrive à comprendre. Jusque-là, c'est bon. Il y a quelque chose qui induit le fait de faire plaisir à papa-maman, d'avoir le bisou, leur câlin, d'éviter l'abandon. Ça, on en a expliqué. Mais ça, c'est en fait des phénomènes exogènes qui pilotent et qui façonnent, en tout cas, notre comportement sociétal à l'extérieur. On est d'accord jusque-là? Absolument. Bon, par contre, après le signe astrologique, ça, j'ai pas décidé de ma date de naissance. Je reste un Verseau qu'on est. Tu as parlé biologiquement, donc on n'est pas dans l'exogène, mais dans la biologie, on va dire au niveau de la comment on parlait de quand on fait par exemple les constellations familiales, tu vois, pour débarrasser de tout ça, ça on peut pas y échapper vraiment, on peut pas en prendre conscience. Donc je veux dire, il y a une partie sur laquelle on peut agir et l'autre qui est beaucoup plus profondément qu'inconscient au niveau de la biologie. C'est un peu comme si on allait bricoler nous-mêmes notre propre hélice d'ADN. Est-ce que tu penses qu'on peut aller jusque là pour modifier? Moi, je peux pas me transformer en lion en étant un Verseau. Où sont les limites? C'est là où je veux en venir. Ouais. Alors les limites, c'est assez énorme parce que je pense que les limites, ce sont nos croyances du possible. Tu vois, toi, t'as une chaîne YouTube où tu interviews plein de personnes qui sont absolument passionnantes. Et dans ces personnes qui sont passionnantes et qui ont le verbe facile, dans le sens où ils arrivent à populariser d'une certaine manière, tu vois, des concepts complexes et les rendre accessibles. Il y a des scientifiques qui se sont libérés de la bien-pensance tu vois, scientifique, et donc qui nous expose une nouvelle façon de voir les choses, tu vois. Si on reprend la rétrocausalité, par exemple, partir du principe que potentiellement que dans ce que je vis aujourd'hui, il y a davantage de causes qui se situeraient dans le futur plutôt que dans le passé. Tu vois bien que finalement, aujourd'hui, petit à petit, on avance vers vraiment des paradigmes qui sont de plus en plus nouveaux, bouleversants, chamboulants. Parce que moi, la rétrocausalité, quand j'en ai entendu parler, mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc ça montre à quel point finalement on a une vue tout à fait partielle. Et en fait, qu'est-ce qui induit cette partialité de notre façon de voir la vie? Ben, ce sont les croyances. Donc où sont les limites? Je pense que les limites, finalement, elles sont dans nos croyances et dans les mémoires ancestrales, en fait. Tu vois. Mais là, on est en train de vivre une époque que je trouve quand même extraordinaire. Parce qu'il y a vraiment les anciens paradigmes qui volent en éclats, il y a la science qui remet en question certaines choses pour les revisiter d'une autre manière et pour nous amener à une vision toujours de plus en plus large. Donc quelles sont les limites? Je ne saurais pas dire, mais je pense qu'elles sont puissantes, les limites. Et je pense qu'effectivement, il y a une dimension en nous qui est sans limite. Je le pense vraiment. Mais il peut y avoir des croyances qui ont des racines inconscientes, ancestrales, qui font que c'est... Tu vois, par exemple, alors je vais loin, mais c'est vraiment dans mes convictions personnelles, je suis absolument persuadé que la lévitation, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Oui, c'est juste qu'on se l'interdit, tout simplement. C'est juste que, en fait, vu qu'on l'a jamais vu, et vu que ça fait longtemps que, en fait, on n'y croit pas parce qu'il y a un moment, ça a été bafoué, ça a été critiqué, bah, ça devient difficile de le faire, justement, parce que derrière nous, dans l'arbre ou de façon ancestrale, il y a beaucoup de force, tu vois, dans ces croyances qui nous retiennent. Mais si on prend juste la psychokinèse, par exemple, tu vois, alors je ne retrouverai pas le nom, j'ai fait une émission avec Jocelyn Morisson qui a sorti un livre là-dessus, c'était Jean-Pierre Girard, justement, qui a cette capacité avec l'esprit, et puis bon, des passes de main, d'influencer la matière, tu vois. Donc c'est énorme. Donc on voit bien, là je pense que ce qui serait le plus intéressant à exploiter en ce moment, ce serait d'accepter le fait de ne pas avoir raison. Parce que si on accepte le doute. Exactement. C'est super bien dit, Didier, bravo. Mais de douter de nos doutes, parce que en fait, si cette réalité, on ne fait que remplir l'espace au travers de nos croyances, c'est comme si cet espace-là, il manquait d'ouverture pour que finalement ce futur qui nous attire à lui puisse nous ouvrir les yeux de plus en plus. Alors, en tant que Jocelyn Huet avec un Y, tu n'acceptais pas le fait que ce soit pas un autre Jocelyn qui préface ton livre, mais qui lui s'écrit avec un I à la fin. Ça a été voulu ou c'est un hasard? Que se disent deux Jocelyn qui se rencontrent? Tiens,
Allez, c'était génial. On s'est rencontrés il y a pas très longtemps finalement. On échangeait un peu sur Facebook et Messenger. Jocelyn Moresson, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup justement parce que il a mis sur ma route cette notion de rétrocausalité. Et moi, je crois que, enfin, il y avait aussi Philippe Guillemant, mais il y a un livre que j'ai énormément apprécié, c'était Ce souvenir du futur, que Jocelyn a coécrit avec Romuald Le Terrier. Et vraiment, ce livre a été une forme de révélation, j'irais jusque là. Et ça m'a permis d'ailleurs de comprendre certaines expériences que j'ai vécues lors de formation. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés avec Jocelyn, c'était il y a peu de temps. J'étais super content de le voir. On a parlé physique quantique, on a parlé de spiritualité, on a parlé d'expérience de mort imminente, on a parlé de perception de la réalité, qu'est-ce qui influence, on a parlé de constellation familiale. Alors, je pense que ça a donné de belles nuits blanches, ce genre de discussion. Moi, je les ai eues avec Philippe Bobola, ça n'en finit plus. Hein. Ah, mais Philippe Bobola, c'est aussi une personne passionnante et tu vois. Et Didier, c'est justement au travers de tes émissions sur Planétaire, Planétaire aussi, où il y avait Philippe Bobola. Alors c'était génial cette époque. Enfin, celle-ci est très bien chez Curious Anima, mais c'était en plein moment d'ouverture pour moi. Et j'avais quand même vraiment adoré le fait que tu assistes à des conférences, qu'après tu interviews le conférencier et qu'il y ait des bouts de conférences entrecoupés avec une façon, un questionnement plus direct. Ouais, c'était génial. Donc Philippe Bobola aussi, c'est un grand monsieur qui parle beaucoup de biologie, qui fait du lien avec le chamanisme, avec c'est l'interconnexion qui est intéressante de toutes ces disciplines qu'il arrive à trouver du sens, mais c'est ce que tu fais aussi, hein, avec ton livre aussi, hein, c'est de voir toutes les causalités qui sont satellitaires, j'oserais dire, mais qui entraînent à une même problématique. Donc la promesse, en tout cas, de ce livre, une fois que on a identifié, en tout cas, les mécanismes automatiques que l'on met en route, qui ne sont pas intrinsèques à nous-mêmes, hein, forcément, entre ce qui nous a façonné aussi pour le faire plaisir, puis les filtres, on va dire sociétals qui nous permettent de bien se comporter. On ne crie pas en public, par contre, à la maison, on peut directement se détester face à un miroir si on en a envie. C'est un bon exercice d'ailleurs. Mettez-vous devant un miroir et criez-vous, vraiment, juste pour libérer. Vous verrez, ça fait un bien fou. C'est sûr. On en a la thèse et l'antithèse. En fait, l'aîné, le dernier, la toxicité de certains parents qui, encore une fois, en toute bienveillance, nous ont donné ce qu'ils ont donné, ce qu'ils avaient à nous donner, et on a choisi d'expérimenter cela, ne l'oubliez pas, hein, avec tous ces défauts, le paramétrage, comme dit Vanina Cherinsky, chaque incarnation est un chef-d'œuvre de précision, hein, jusqu'au moindre, le centimètre près, le millimètre près de l'herbe est calculé pour nous scier et conforter notre expérience. Alors le contre-pied, c'est quoi? Une fois qu'on a compris tout ça, tu nous dis que finalement, sortir de la zone de confort, ça demande du courage quand même, hein, ça demande à déconstruire pour reconstruire. Alors nous sommes qui si nous ne sommes pas cette entité qui nous a construit? Est-ce on efface la page pour redessiner un autre personnage? Et peut-être que là, à ce moment-là, toutes les fantaisies sont libres. On peut être qui on veut finalement. Ce qu'on décide surtout d'être. Oui, absolument. Je pense que à partir du moment où on voit les conditionnements, à partir du moment où on voit comment on s'est construit pour satisfaire l'un ou l'autre des parents, à partir du moment où aussi on est allé faire un petit tour dans l'arbre généalogique, parce qu'il y a quand même des mémoires qui se disent et qui ont tendance à influencer quand même grandement notre parcours. Mais sans aller au-delà, juste la connaissance de soi, moi je pense que la connaissance de soi libère. D'ailleurs, il me semble que les bouddhistes parlent de ça. Hein. Ils disent que l'ignorance, c'est ce qui fait qu'on vit une vie qui ne nous satisfait pas. Donc je pense que déjà connaître qu'il y a des mécanismes, ça permet donc de lever la culpabilité, de se dire mais mince, décidément je n'y arriverai jamais. Mais si, puisque justement il y a ça qui peut rentrer en ligne de compte. Donc aujourd'hui, on voit bien que pour travailler là-dessus, ou pour œuvrer là-dessus, je préfère le mot œuvrer parce que pour reprendre les mots de Vanina Cherinsky que tu as cité à l'instant, effectivement, nous sommes des œuvres. Et l'idée, ce serait de devenir artiste de sa vie et donc en arriver à à dessiner le tableau qu'on veut, comme tu disais si joliment à l'instant. Mais le faire, si on ne comprend pas quels sont les mécanismes et finalement qu'on est en train de jouer un jeu autre que le nôtre, ça va pas être évident, quoi. Après, il y a forcément des traits, tu vois, qui nous sont très personnels, parce que pour rebondir sur l'astrologie, à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, forcément, il y a des traits.
de caractère inné. Il y a une forme d'essence psychique, une forme de oui, caractère. Il y a des talents naturels l'âme. aussi. Des talents naturels. Il y a des talents naturels. Mais sauf que parfois, ces talents naturels, eh bien, on les a mis à disposition dans une direction qui peut nous amener à une forme d'épuisement et de burn-out. Souvent, le burn-out, c'est ça, hein, justement. C'est vraiment quelque chose qui épuise l'énergie, qui montre à quel point on s'est embourbé dans une voie qui nous a éloigné vraiment de notre centre, quoi. Donc, il y a un moment, on est complètement épuisé et la vie, elle nous oblige à nous poser par voie de conséquence, on va dire, les bonnes questions, hein. Donc je pense que déjà connaître et ensuite prendre conscience, faire preuve d'honnêteté et puis se prendre en main, parce qu'aujourd'hui il y a tous les outils pour. Et puis il y a aussi des vecteurs d'information comme toi Didier, tu vois, qui permettent vraiment de comprendre que il suffit juste de décider de s'engager vers soi et il y a quand même tout qui est disponible. Alors pour ceux qui veulent prendre en plus de prendre connaissance de ton livre et de le lire consciencieusement, se dire oula, il y a du boulot, je te dis pas le montant des chantiers, donc je vais peut-être consulter directement Jocelyn Huet. Alors est-ce que tu as un cabinet, est-ce que tu reçois, est-ce que tu coaches, tu t'occupes des personnes pour redresser en tout cas un peu ça, comme un orthopédiste de l'esprit. Oh, c'est joliment dit. Ah, Didier, le vocabulaire vraiment génial. Oui, absolument. Je reçois donc à Montpellier, j'ai même 2 cabinets. Je reçois derrière les Beaux-Arts à Montpellier et puis je fais aussi des séances à distance. Donc je les fais par téléphone parce que le fait qu'il n'y ait pas la vue, le regard, ça me permet finalement d'être dans une écoute plus profonde. J'aime bien passer par la voix ou le souffle parce que quand oui, pas de distraction visuelle, au moins. Pas de distraction visuelle ni pour l'un ni pour l'autre et ça me permet vraiment d'avoir une lecture que j'aime bien, profonde. Donc voilà, l'outil que j'utilise, c'est la kinésiologie intégrative, qui est une forme de kinésiologie un petit peu atypique d'une certaine manière, parce que j'y greffe vraiment tout ce que j'ai appris dans toutes les formations que j'ai faites. Donc l'idée, c'est pas de sortir le énième outil magique, vraiment, parce que tout à fait honnêtement, ça m'agace d'entendre parler de ça. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une grille de lecture la plus large possible, de telle manière à ce que la structure, donc pas que la partie consciente, mais que toute la structure de la personne, je puisse avoir des points de repère pour entendre, tu vois, dans quel espace il y a besoin que ce soit entendu, vu ou perçu. Donc il y a une dimension effectivement accueil, il y a une dimension soin forcément, et puis il y a une dimension coaching, juste pour reprendre l'idée que tu disais, parce que je suis pas psychothérapeute, ce qui fait que je m'octroie le fait parfois de ne pas être dans une neutralité totale, parce que tout simplement, personnellement, quand je vais voir des thérapeutes et que je les sens trop neutres, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc j'ai décidé d'être le thérapeute que j'aimerais voir en face de moi. Parce que il y a que des écoles qui enseignent des techniques, mais il n'y a pas vraiment d'école qui enseigne comment accueillir l'autre, et comme je pars du principe que quand je vois les thérapeutes, j'ai envie qu'ils m'aident autant que faire se peut à libérer tous ces masques qui tombent, tu sais, quand tu arrives dans une situation où juste avant, t'as l'impression d'être toi, et puis la personne arrive et paf, il y a un masque, et tu te dis, mais je suis encore à l'étroit là-dedans. Donc aller voir un thérapeute qui est dans cette approche-là, ça m'intéresse pas, parce que je comprends pas comment il pourrait m'aider sur quelque chose qu'il ne voit pas, alors qu'il serait dedans. Bon, c'est peut-être un petit peu dur ce que je viens de dire, mais voilà, du coup, je m'autorise vraiment à être moi, parce que je pense que ça aide, finalement, d'une certaine manière, par voie de résonance, à ce que la personne puisse être elle-même aussi. Oui. Alors pour ça, je m'amuse quelquefois à dire, voilà, sois toi-même lorsque tu essaies de séduire quelqu'un. Et là, la personne, si on dit tout de suite qu'on dévoile qui on est, à mon avis, on restera seul pendant bien longtemps. Et pourtant, il faudrait faire le contraire. Combien de fois on déguise un petit peu ou on embellit sa personnalité histoire de ne pas choquer l'autre? Parce que finalement, si on montre même l'autre n'a pas envie de nous voir tel que l'on est. Ça aussi, il faut en parler, je pense. Peut-être pour conclure, on édulcore sa propre réalité, on embellit on gomme un petit peu certains défauts que l'on considère comme défauts et qui pourraient être perçus comme des qualités par l'autre. Des fois, on a tort, on situe mal nos propres priorités perçues par les autres. On a une déformation, miroir déformant, mais aussi les autres attendent de nous un certain comportement normé. Est-ce que tu penses que ça, la bien-pensance est toxique là-dessus? Je pense que, alors c'est intéressant parce que dans ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une forme de paradoxe.
Tu vois, c'est-à-dire que en fait, on peut pas savoir ce que vraiment l'autre pense de nous ou ce qu'elle attend. Ça, c'est encore une projection. Et si c'est une projection, c'est du mental. Si c'est du mental, c'est forcément rattaché à un conditionnement. On n'en sait rien. Et d'une certaine manière, en fait, lequel des deux, dans cette forme d'alchimie de la rencontre, va pouvoir, tu vois, déconstruire cette croyance pour ne plus se cacher derrière ce voile, pour permettre à l'autre que le voile se lève. Tu vois, donc c'est vrai que c'est très philosophique tout ça. Hein. Après, c'est forcément des choses qui s'œuvrent, tu vois, sur le terrain et dans la rencontre. Mais c'est paradoxal parce que vraiment très souvent, on a tendance à se comporter d'une manière dont on pense qu'il serait plus adapté face à l'autre. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est pour ça que beaucoup de couples ne fonctionnent pas, parce qu'à la part, ça part tout sur un mensonge et des faux semblants. J'aimerais te dire, pour conclure en tout cas cette interview, que une personne que je connais, tu peux déjà donner le nom et lui donner un rendez-vous, il s'appelle Tony Shalhoub. Alors Tony Shalhoub est un acteur américain d'origine libanaise qui n'est autre que le producteur et l'auteur de la série Monk. Monk qui va voir un psy pour son comportement. Je vous invite, j'adore cette série. C'est certainement celui qui te donnera le plus de fil à retordre au niveau des conditionnements, parce que des tics et des tocs et des phobies, il en a poison. Et on en connaît les origines tout le long des saisons. Il y en a eu 6 ou 7, je sais plus. Je pense que c'est peut-être ma dernière question. Quelle personne aurait voulu est-ce que tu aurais voulu coacher un gars aussi complexe que Monk? Ça serait un kiff pour toi, une espèce de challenge ou pas? Alors je sais pas, parce que je connais pas Monk. Alors j'irai voir justement pour mieux cibler de quoi tu parles. Tu vas te régaler, je te jure. Et tu vas rigoler aussi. Ouais, c'est vrai. J'en doute pas, venant de toi. Mais écoute, je sais pas. Moi, les personnes qui viennent à moi, ce sont quand même des profils assez variés. Et moi, je me rends complètement disponible pendant la séance. Après, c'est vrai qu'au téléphone, je suis pas forcément joignable, donc des fois, ça en agace certains. Mais bon, c'est très précisé sur mon site internet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de cette pleine disponibilité, de ce regard que je peux apporter, du soin, de cette lecture de la structure au travers du corps, je peux pas faire plus, tu vois. Donc dans cette dimension coaching, il y a de la suggestion de ce qui se dit sur le moment, et ensuite le bâton de pouvoir, tu sais, comme on dit, c'est vraiment la personne qui reprend dès la fin de séance. Donc moi je peux pas faire ce que la personne ne fera pas pour elle-même, et puis c'est absolument pas l'idée, tu vois. Tu peux montrer le chemin à la porte, mais tu peux pas l'ouvrir, l'emprunter à la place. Exactement. Chacun de faire. Et puis c'est fait aussi en fonction de mon filtre, et ça c'est toujours précisé, quoi. Mais bon, souvent, il y a oui, mais c'est un bon filtre au service de l'autre. Là, c'est pas quelque chose de toxique. Oui. C'est une adaptation bienveillante. Absolument. Merci Didier. En tout cas, Jocelyn Huet, merci. Je vous invite vraiment à lire ce livre de toute urgence pour avoir un autre regard sur vous-même. Et ça permettra, tu sais, ça me rappelle un peu le cercle des poètes disparus avec Robbie Williams, où il demande à ses étudiants de monter sur leur table et de déchirer leur livre pour voir le monde sous un autre angle. Et j'ai trouvé ce passage qui est aujourd'hui un extrait anthologique du cinéma, qui j'espère va rentrer dans la mémoire collective en accompagnant aussi ton livre, qui rentrera dans la mémoire collective des gens pour aller mieux. Bah tiens, j'ai ma chatte qui vient là, casquer ma petite Mikasa, hein, mon petit nom, voilà. Oh, ça va. J'adore les chats. T'es trop belle. Mikasa? Allez, Mikasa, ouais, parce que Mikasa est sous Kassa. Quand je l'ai accueillie, c'est comme ça, elle était dehors. Je l'ai appelée en toute logique comme ça. Ma petite écaille de tortue, c'est la toute première. Et c'est mon tout premier chat qui a la truffe toute noire. Voilà, les autres sont roses ou autres, donc voilà. Elle est venue jusqu'à la porte de Curious Anima. Ouais, c'est ça. Et elle a souhaité, elle est toujours comme ça, regarde, toujours en train de me câliner. Ah, c'est génial. Ça, c'est fabuleux. Et des ronrons, vous en parlez peut-être. Et des câlins à papa, super. C'est chouette de finir sur cet élan-là. Merci à toi. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.